Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à une banque aujourd'hui, à la banque de Lubac et compagnie, qui a obtenu son enregistrement PSAN auprès de l'AMF et de l'ACPR début avril 2022. Comment est-ce qu'une banque issue du monde financier traditionnel se positionne sur ces sujets crypto-monnaie et crypto-actifs? C'est la question que nous allons poser à son dirigeant, l'associé gérant donc de la banque de Lubac et compagnie, Joël Alexis Bialkiewicz. Bonjour Joël Alexis Bialkiewicz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous étiez déjà venu une première fois où on vous avait posé un certain nombre de questions, notamment en lien avec la vision que le monde bancaire peut avoir des crypto-monnaies. Vous nous aviez dit à l'époque que vous étiez vous-même en train d'effectuer les démarches pour obtenir un enregistrement PSAN, prestataire de services en actifs numériques. Cet enregistrement est arrivé début avril 2022. Vous êtes donc officiellement la première banque PSAN sur le sol français. Quelle stratégie mettons en place lorsqu'on est une banque issue du milieu financier traditionnel et qu'on se positionne sur le sujet et dans l'écosystème des crypto-monnaies? Écoutez, notre stratégie, c'est d'aller apporter au public qui n'ira peut-être pas chercher chez les acteurs du monde numérique l'accès à ces actifs, qui pour nous sont une avancée technologique très importante. En fait, le fait d'avoir accès aux cryptoactifs pour un particulier, c'est un vrai parcours du combattant. Vous avez des acteurs qui sont parfaitement fiables, certains enregistrés, d'autres pas ou pas encore. Vous avez des acteurs qui font de la publicité sur Internet qui ne sont absolument pas fiables. Vous avez des vraies arnaques. Puis c'est le sujet un petit peu d'ailleurs de la réglementation en ce moment, c'est qu'il y a ceux qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers donc en France, et puis ceux qui proposent des services en France, mais qui n'ont pas de siège en France et donc qui échappent à la réglementation. C'est tout à fait ça. Et encore une fois, parmi ces acteurs non régulés, certains sont fiables et d'autres pas du tout. Et c'est bien le problème parce que le grand public n'a aucun moyen de le savoir. Et donc, nous, ce qu'on veut proposer, si vous voulez, c'est quelque chose de simple qui permette à des personnes qui ont simplement un compte bancaire classique de pouvoir acheter, vendre, conserver des cryptoactifs d'une manière qui est, je dirais, relativement analogue à celle dont ils peuvent acheter et vendre des actions ou des obligations chez leur banquier habituel. Voilà. Parce que des plateformes, il en existe déjà aujourd'hui, qui sont des plateformes numériques issues du monde des crypto-monnaies, créées pour cette activité principalement. Là, ce que vous nous dites, c'est que la démarche derrière cet enregistrement PSAN au sein de la banque de Lubac et compagnie, c'est d'élargir, de démocratiser et d'aller proposer ce type d'investissement à ceux qui effectivement ont un compte bancaire classique mais qui n'ont pas forcément la démarche ou l'envie d'aller sur ces plateformes en ligne. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'amener au monde des cryptoactifs, d'abord de s'adresser à un public qui n'est pas le même, puisque les personnes qui aujourd'hui vont sur les plateformes sont des personnes qui sont relativement sachantes. D'accord. Et les personnes qui ne le sont pas ont parfois un peu de mal avec ces plateformes. Ou par exemple, quand on essaye de joindre quelqu'un, ça peut être très difficile d'avoir simplement une personne au téléphone. Et on ne voit pas pourquoi une personne qui n'a pas l'habitude des outils numériques ne pourrait pas avoir accès aux cryptoactifs. Et puis ensuite, il s'agit d'apporter le type de garantie, en quelque sorte, qu'on a l'habitude de retrouver lors d'un accès au marché financier classique. D'accord. Je donne un exemple des choses qu'on a l'habitude de voir, par exemple, sur une plateforme de bourse. C'est ce qu'on appelle la best exécution. C'est-à-dire, en fait, il s'agit, quand le client achète à travers la plateforme, d'aller chercher le meilleur prix D'achat, oui, bien sûr. D'aller chercher le meilleur prix d'achat, le meilleur prix de vente. S'engager à avoir ce meilleur prix. Donc, c'est exactement ça. Ce qu'on peut retrouver sur des plateformes effectivement d'investissement en bourse. C'est même une obligation. C'est même une obligation en bourse. Et en l'occurrence, dans le domaine des cryptoactifs, ça n'est pas le cas. Et pour nous, ça paraît logique et évident que les clients qui ouvrent chez nous, il leur sera appliqué un tarif qui est transparent, qui est notre tarif, mais qu'il n'y aura pas de frais cachés sous la forme notamment
de l'application de marges non transparentes sur les opérations, par exemple. Quand on est une banque classique, issue du monde traditionnel financier, on a un certain nombre d'exigences ou d'obligations vis-à-vis de ses clients. Vous nous le disiez notamment quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers. Quand on se positionne sur les crypto-monnaies, on imagine bien qu'on ne doit pas oublier son historique finalement d'exigences ou d'obligations vis-à-vis de ses clients. Est-ce que c'est complexe de réunir les deux mondes pour aller ensuite adresser une clientèle qui est habituée à un fonctionnement bancaire classique, comme vous le disiez, qui n'a qu'un seul compte en banque ou plusieurs comptes en banque, mais qui investit peut-être essentiellement sur des actions quand ils choisissent des investissements. Est-ce que c'est aussi simple que ça de réunir les deux mondes ? Écoutez, simple non, mais c'est possible. D'accord. Et d'ailleurs, on l'a fait. Les gens nous posent des questions. Nous demandent par exemple où sont conservés les cryptoactifs concrètement. Bien sûr. Puisque vous avez des acteurs, y compris des banques en Europe, mais pas en France, qui proposent des services analogues à ceux que nous proposons, mais qui en réalité ne conservent pas elles-mêmes. D'accord. Nous, en l'occurrence, nous conservons nous-mêmes avec du matériel cryptographique qui nous appartient, que nous avons sécurisé nous-mêmes, et donc nos clients sauront que leurs cryptoactifs sont conservés en France. D'accord. Voilà. Donc vous avez une sorte de coffre-fort numérique où vous conservez les crypto-actifs acquis par vos clients. C'est exactement ça. Et puis un reproche qu'on fait régulièrement au monde financier classique, c'est en fait ce qu'on appelle la réserve fractionnaire, c'est-à-dire que quand on confie ses fonds à une banque, c'est le cas de la banque de Lubac comme de toutes les autres banques, eh bien la banque en quelque sorte peut faire travailler l'argent. Les fonds des clients Bien sûr. sont mis en commun. Et dans le domaine des cryptoactifs, le reproche que certaines personnes peuvent faire au portefeuille en ligne, par opposition au portefeuille physique, c'est que finalement, de la même manière qu'une banque, leurs actifs vont être mis en commun. D'accord. Et à la Banque de Lubac et compagnie, on a décidé de ne pas faire comme ça. On a décidé que le monde de la finance décentralisée n'était pas le monde de la finance classique et qu'il fallait appliquer une approche plus moderne. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'un client égale une clé privée. Autrement dit, en aucun cas, la Banque de Lubac et compagnie ne va faire travailler vos cryptoactifs. Vos cryptoactifs sont à vous, ils sont ségrégés, ils sont comme dans un coffre-fort et non pas comme dans un compte en banque. Pourtant, c'est un moyen de rémunération sur un modèle de banque classique, de faire travailler l'argent déposé par ses clients. Là, pour le coup, sur les cryptoactifs, vous dites qu'il faut que la démarche soit complètement différente. Comme si je déposais en fait un objet de valeur au coffre. Ça s'apparente plus à ça. C'est tout à fait ça. En fait, pour moi, c'est une manière de générer la confiance et aussi de répondre à la concurrence des portefeuilles matériels qui présentent des inconvénients différents. C'est-à-dire, on a récemment entendu que les utilisateurs d'un portefeuille matériel connu ont reçu des fausses mises à jour. Ceux d'entre eux qui se sont fait prendre, malheureusement, se sont fait voler leurs actifs. Heureusement, ça n'a pas été le cas de beaucoup de monde, mais il n'empêche que un portefeuille matériel conservé par soi-même présente à la fois un risque en termes de sécurité informatique, c'est-à-dire qu'il faut être capable, par exemple, de savoir si une mise à jour est vraie ou fausse, d'une part. Et d'autre part, il y a un risque physique, c'est-à-dire que si effectivement quelqu'un vient chez vous avec une arme et tente de vous obliger à transférer vos fonds, malheureusement, sous la menace, vous allez probablement le faire. Et comme on le sait, dans les cryptoactifs, il n'y a pas de possibilité d'annuler les transactions. À l'inverse, si vos cryptoactifs sont hébergés à la Banque de Lubac et compagnie, je peux vous dire que si vous faites un virement d'un montant atypique à une personne à qui vous n'avez jamais fait de virement avant, on vous appelle. Exactement, on va vous appeler. Mais effectivement, parce que je lisais plusieurs articles, apparemment, ce type d'agression a de plus en plus lieu, effectivement. Et en fait, on se rend compte qu'on a sur son téléphone parfois jusqu'à 30 000 € qu'on peut virer sans poser de questions et sans aucun autre intermédiaire. Donc en fait, on se balade avec plus d'argent en crypto-monnaie qu'on ne le fait avec un compte bancaire classique, puisque là, il y a un certain nombre de normes autour de ça. Donc ce que vous dites, c'est il faut... sans parler de réglementation européenne, on en parlera si on a le temps, mais il faut en tout cas offrir plus de garanties, plus de protection au patrimoine crypto des gens qui se mettent à y investir. C'est tout à fait ça. En fait, les cryptoactifs, en tout cas les cryptoactifs financiers, puisqu'il existe des cryptoactifs non financiers comme les NFT, pour lesquels nous allons proposer également une solution de conservation, probablement dans les semaines qui viennent.
sachant que la conservation de cryptoactifs financiers, pour les 3 cryptoactifs qui sont le Bitcoin, l'Ethereum et le Tezos, ouvre, elle, à la fin de ce mois-ci. Une dernière question, vous nous disiez que vous vouliez adresser effectivement un public qui n'est pas sur les plateformes qui existent aujourd'hui, qui est peut-être moins averti en ce qui concerne les plateformes. Est-ce que ça répond à une demande d'un public plus traditionnel, mais qui a envie de passer par un circuit d'investissement traditionnel ? Écoutez, oui, ça répond à la demande d'un certain public. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on peut proposer à ce public des produits qui permettent un accès indirect, une exposition indirecte aux cryptoactifs tels que les ETP. Le seul problème, c'est que ces produits-là comportent d'autres risques que le risque de variation de valeur des cryptoactifs. Et je ne suis pas convaincu que les personnes qui les proposent l'expliquent bien à leurs clients. Merci beaucoup, Joël Alexis Bialkiewicz. Je rappelle que vous êtes associé et gérant de la banque de Lubac et compagnie, banque de Lubac et compagnie, donc qui a obtenu son enregistrement PSAN début avril 2022. Merci de nous avoir expliqué un petit peu quelle est cette stratégie que vous mettez tout juste en place sur le sujet des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci à vous.